Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la table ronde d'automne du REFAD. Ça nous fait plaisir de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Avant de débuter, nous tenons à remercier Patrimoine canadien et le secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour leur généreux appui financier à travers les années. Des remerciements tout particuliers aussi à nos panélistes, Sylvie Lebel, qui est agente pédagogique au ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Victor Freeman, professeur à l'Université de Moncton et directeur de l'équipe de recherche Competica, et Olivier Chartrand, gestionnaire de développement de la formation en ligne au Collège La Cité en Ontario. Merci à vous tous de vous joindre à nous aujourd'hui. D'abord, le concept de la table ronde procédera comme suit. Madame Sylvie Lebel expliquera le concept de développement des compétences dans un contexte d'enseignement et d'apprentissage. Elle parlera pour 10 minutes. Victor Freeman suivra ensuite avec 5 minutes de présentation. L'intervention de M. Freeman tient à ce qu'il dirige la recherche, un guide de recherche commandité par le REFAD cette année. Et ce guide s'intitule « Le développement des compétences non techniques en formation à distance ». Ensuite de ça, M. Olivier Chartrand interviendra pour 5 minutes aussi. Et l'équipe d'Olivier au Collège de la Cité est responsable d'un autre guide du REFAD qui est intitulé « Développement de la formation en ligne selon un modèle pédagogique par compétences ». Ensuite de ça, nous aurons 40 minutes de discussion à laquelle tous les participants seront invités à contribuer. Donc, avant de passer la parole à nos panélistes, je tiens aussi à souligner que tous les ateliers du REFAD sont disponibles sur notre chaîne YouTube, dont je placerai l'URL dans le clavardage. Et parlant de clavardage, si vous le voulez bien, vous présentez avec votre nom, votre titre et l'institution à laquelle vous appartenez. Ce serait très intéressant pour guider la conversation. Tout au long de l'atelier, n'hésitez pas à placer vos commentaires dans le clavardage. Suite à quoi, la table ronde se termine à 13h, heure normale de l'Est, et toutes les questions du commentaire, tous les questions et commentaires du clavardage vous seront envoyés dans un compte-rendu avec l'enregistrement de la présentation ainsi que les présentations de nos panélistes. Alors, pour plus de facilité également, je placerai le lien de l'évaluation dans le clavardage de la rencontre. Alors, je vous remercie beaucoup et sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Mme Lebel du ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Sylvie, à vous. Merci, Robert. Je vous partage mon écran pour commencer la présentation. Et mon Dieu, je viens de perdre tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran? Bonjour. Oui, je vois. Ah, tout de suite, non? Non, on l'a vu quelques secondes, mais plus maintenant. Bon, on recommence ça. Non, on l'a vu, par exemple. Vous l'avez vu, c'est bon signe, ça. Et voilà, ça s'en va. On le voit maintenant. Parfait, merci, Olivier. J'essaie d'aller en mode présentation. Là. Voilà. Donc, pour une raison ou une autre, je vous perds là, quand je fais la présentation. Donc, si, Robert, gêne-toi pas pour interrompre si quelqu'un a une question. Sylvie, peut-être garde-le simplement en mode pour toi parce qu'on l'a perdu ta présentation. Bon, OK. Autrement, on le voit bien, là, c'est seulement quand tu le passes en mode présentation qu'on le perd. Ben oui, cher pépin technique. OK. Donc là, vous voyez ma belle fenêtre verte. C'est mieux? Ça va. Donc, j'y vais. Simplement pour cadrer
le concept de compétence. Je vais vous partager l'expérience qu'on a eue au Nouveau-Brunswick francophone, un peu les réflexions qu'on a, puis je suis très contente d'être invitée à cette table, Robert. Je te remercie beaucoup parce que je le vois vraiment comme poursuivre des réflexions qu'on a déjà entamées, puis on est un petit peu arrêté avant la réécriture de nos programmes d'études, puis je pense que ces genres de réflexions peuvent très bien nourrir le travail qu'on va faire par la suite. Donc, bien sûr, au Nouveau-Brunswick francophone, on est arrivé on a été motivé à discuter du développement des compétences à cause de statistiques qu'on voit sur le marché, puis je suis certaine qu'on n'est pas les seuls, c'est un peu partout à travers le monde. Le besoin du marché nous indique que, en fait, les employeurs nous indiquent que les élèves qui arrivent sur le marché du travail n'ont pas nécessairement les compétences nécessaires pour entrer sur le marché du travail. Donc, au Nouveau-Brunswick francophone, on s'est doté d'un plan éducatif de 10 ans. Ça a été toute une gymnastique pour avoir tous les partis politiques pour s'accorder sur ce plan éducatif qui allait durer 10 ans. Et puis, le but était bien sûr d'asseoir certaines priorités éducatives, dont la première, qui est le projet de vie et de carrière des élèves. Donc, qui est surtout de faire en sorte que chaque élève développe les compétences dont il a besoin pour réaliser son projet de vie et de carrière. Vraiment deux idées maîtresses ici. Chaque élève développe son plan de vie et de carrière et chaque élève développe les compétences nécessaires dont il a besoin. Donc, les premières questions qu'on s'est posées, c'est quelles sont ces compétences? Et là, on a fait un travail vraiment au niveau pan-canadien, international, un travail auprès de nos partenaires en éducation, à savoir quelles sont ces compétences qu'on souhaite. Les gens sur le marché du travail, quelles compétences dont on parle? Et là, on a décidé d'aller un peu plus global, mais les compétences se ressemblent dans les recherches qu'on a faites, les compétences se ressemblent un peu partout. Et puis, on a voulu englober un peu et on est arrivé à 3 compétences. Donc, les 3 compétences dont le profil de sortie fait part de 3 compétences. Le profil de sortie des élèves, c'est un document qu'on a rédigé pour faire état de ces 3 compétences-là dans un sens un peu plus soutenu. Donc, la compétence socio-affective, qui comprend 2 composantes. La composante personnelle de l'élève et la composante interpersonnelle. Donc, la composante personnelle, les intérêts, les forces, la connaissance de soi, aspirations, valeurs, etc., la maîtrise de ces émotions-là et le bien-être. La composante interpersonnelle, donc toute la relation avec l'autre, la conscience de l'autre, l'ouverture à la diversité, tout ce que le travail collaboratif peut demander. La compétence cognitive, donc la pensée critique, la pensée créative et novatrice. Et la communicative, la compétence communicative, où est-ce qu'on parle du traitement de l'information, l'exploitation de médias divers pour justement passer des messages de façon efficace et s'assurer qu'on est à jour avec les moyens ou les médias. Vous voyez très bien qu'il y a des couleurs dans le petit tableau, là, donc le bleu, le jaune qui font le vert, qui deviennent les visées du système éducatif francophone et acadien du Nouveau-Brunswick. Donc, ces visées, ce développement de compétences-là vise une citoyenneté engagée et éthique, une vie équilibrée et un désir d'apprendre tout au long de sa vie. Sylvie, peux-tu faire ça un petit peu plus gros, ton diapo, en passant un mode de présentation de diaporama? Ou... Je ne peux pas passer en mode de diapo parce qu'on perd ma présentation, Victor, mais je peux très bien l'agrandir. Okay, Ça va-tu mieux, ça? Oui, merci. OK, parfait. Merci de me le dire. Donc, la question qui s'est posée par la suite, c'est il y a certains fondements qui sont nécessaires pour créer un environnement pour développer ces compétences-là. On s'entend qu'il y a des ponts à faire avec les disciplines des programmes d'études et les résultats d'apprentissage des programmes d'études, mais reste qu'on se dit il y a un cadre d'efficacité pédagogique qui doit entourer le développement des compétences. On s'est beaucoup influencé des recherches de Sharon Friesen, le cadre d'efficacité de Sharon Friesen, qui est professeur à l'Université de Calgary. Sharon nous a accompagnés aussi pendant quelques années dans le développement de notre profil de sortie et ensuite dans la recherche de cet environnement propice-là pour le développement des compétences.
Et bien sûr, dans les projets qui se sont suivis, parce qu'on est allé tester sur le terrain avec des écoles. On a choisi 3 écoles prototypes avec qui on est allé tester. C'est beau un document de vision, mais ça se vit comment sur le terrain, là. Donc, on a vécu ça aussi et Sharon nous a accompagnés là-dedans. Donc, les principes qui favorisent le développement des compétences, c'est d'abord l'authenticité. Ce n'est pas nous qui l'inventons, on le voit à travers le monde. On s'entend au Nouveau-Brunswick francophone que c'est ça avec quoi on travaille. L'exploration dynamique, la co-construction, hein, les élèves qui co-construisent des connaissances et des compétences ensemble, et les enseignants aussi, parce qu'on parle d'une communauté apprenante. La profondeur des apprentissages est nécessaire pour un développement de compétences et l'évaluation au service des apprentissages. Je les passe très rapidement parce qu'on parle ici d'un document en soi qui fait quelques pages, là. Si on veut voir dans un ensemble l'action d'enseignement-apprentissage, on a notre tableau ici on a défini qu'il y a un véhicule dans lequel on embarque, si vous voulez bien, l'investigation. L'investigation nous permet de développer des compétences, mais non seulement des compétences, mais les connaissances aussi. Donc, il y a d'un côté, vous voyez l'investigation, qui est un processus, et lors de ce processus, il y a occasion multiple d'améliorer ses apprentissages et de faire preuve de ses apprentissages. Donc, on part d'une situation complexe, d'un contexte disciplinaire ou de vie. Lorsque ce contexte-là est cerné, idéalement, on souhaite que ce soit des élèves qui posent des questions. Une fois ce questionnement-là fait, il y a des tâches qui vont en découler pour aller chercher des pistes de solutions à ces questions ou des pistes de réponse. Et c'est là qu'on voit tous les savoirs de la discipline, des programmes d'études et tout le développement des compétences. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, mais c'est vraiment un et l'autre. Et 5 caractéristiques d'une compétence, si on veut vraiment asseoir le concept de compétence. C'est quelque chose qu'on a vu un peu partout et vous allez peut-être reconnaître l'auteur québécois Jacques Tardy, là, qui a été une de nos sources principales. Mais lorsqu'on parle d'une compétence, les caractéristiques d'une compétence, et si on fait un tour de table aujourd'hui, on va tous avoir une perception de ce qu'est une compétence et nous, on s'attarde sur ceci et on s'entend sur ceci avec nos enseignants. Donc, ça a un caractère intégrateur. Ça fait appel à une multitude de ressources internes de l'élève, ses connaissances antérieures, et externes aussi. Ça a un caractère combinatoire où est-ce que je fais une mobilisation de ces ressources-là de façon efficace. Ça a un caractère développemental, hein. On développe une compétence tout au long de sa vie et à la fin d'un cursus scolaire, bien là, on se donne certains critères pour dire que la compétence est évaluée à tel niveau. Ça a aussi un caractère contextuel. Donc, on parle de l'action, d'un savoir agir. La compétence doit être mise en œuvre pour se développer. Et enfin, ça a un caractère évolutif. Donc, on doit s'adapter sans cesse à des nouvelles idées, des nouveaux contextes, des nouveaux environnements lorsqu'on parle de compétences. Je vais arrêter sur ceci, la représentation commune qu'on s'est donnée d'une compétence, la définition d'une compétence. C'est un savoir agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison consciente et efficace d'une variété de ressources internes et externes dans divers contextes d'apprentissage et de vie. Les prochaines diapos que j'ai déballent cette définition-là, si vous voulez bien, avec chacun des éléments sur lesquels j'ai vraiment donné une ponctuation importante, mais je vais arrêter ici pour donner la parole à mes collègues, puis on pourra revenir si vous le souhaitez par après. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, à vous, M. Freeman de l'Université de Moncton. D'accord, je vais essayer de retrouver le partage. Donc, je pense que je peux partager les fichiers, c'est ça? Je vais voir. Ou peut-être tout simplement partager l'écran. Je vais faire partage l'écran. Puis comme ça, je pense que je vais aller dans mon PowerPoint. Puis vous allez me dire si vous voyez quelque chose. Ça fonctionne très bien, Victor. On a les... Je vais passer dans le mode de diaporama. Est-ce que ça va pour vous? Parfait. D'accord.
Puis là, par contre, je ne vois plus l'horloge, donc j'essaie de faire en 5 minutes, mais s'il vous plaît, faites-moi signe peut-être après 4 minutes. D'accord? Puis, c'est ça, donc je débute. Je vais donc parler du développement des compétences non techniques dans un contexte d'apprentissage en ligne. Puis, je représente une équipe. Il y a Jacques Camba qui m'assiste à cette présentation. Puis, il y a Michel Legère aussi, puis Manon Leblanc qui a initié le projet de l'Université de Moncton, toujours Faculté de sciences de l'éducation. Compética, c'est une équipe, c'est un réseau de partenaires qui est ouvert à tous qui s'intéressent aux compétences numériques et leur développement sur un continuum de vie et de carrière. Donc, comme objectif, comme travail, depuis 2014, on se questionnait sur ce que ça veut dire de réussir, d'être compétent dans un contexte numérique. Donc, 45 experts de divers milieux de partenaires, écoles, postsecondaires, travail, qui ont été interviewés. Ensuite, on est allé voir des approches favorisant le développement des compétences en étudiant des pratiques exemplaires sur le terrain. Puis, on travaille en collaboration présentement, justement, avec nos partenaires pour développer de nouvelles pratiques. Et on travaille depuis quelque temps sur une transition vers notre deuxième phase du réseau, qui est Vision 2025, avec ses 3 axes prioritaires. On parle d'inclusion, ça veut dire accès au numérique pour tout le monde, accès équitable, enrichissement, on parle des pratiques pédagogiques qui enrichissent les expériences numériques avec le numérique de tout le monde, et engagement, donc on souligne le rôle des partenaires et de tout le monde finalement, de la communauté pour donc toutes et tous pour développer les compétences. Suite de ça, on a ressorti dans toutes nos études le rôle des compétences qu'on n'arrive même pas à nommer. Aujourd'hui, on parle des noms techniques, mais on navigue entre 12 molles du 21e siècle, soft skills tout simplement, qu'on n'arrive pas à traduire. C'est que c'est ça, donc ça nous interpelle. Puis tout de suite, on est en train d'étudier dans divers contextes. Là, on va parler surtout dans l'apprentissage en ligne, le contexte de notre atelier, mais on s'intéresse beaucoup plus large à ces concepts. Et donc, on a fait un peu une recension des écrits, puis effectivement, je présente juste quelques petits extraits. Donc, certains facteurs humains, des aspects sociaux, caractéristiques de l'individu, variés, importants pour enseigner et apprendre en ligne. Donc, Bourrier, par exemple, parle des compétences cognitives et sociales, ressources personnelles qui complémentent les compétences techniques et contribuent à une performance technique sûre et efficace. On parle du développement, notre auteur Nichet qui parle de la présence sociale, contact humain, environnement chaleureux, facilitation, stratégie pédagogique d'encadrement, encouragement, résolution de conflits et bien d'autres, soutien aux étudiants, gestion de l'environnement, d'apprentissage, suivi des progrès des élèves, rétroaction formative, etc. Et on a fait une petite étude aussi, on a des données de notre propre étude Compética qui a été menée par Manon Leblanc en collaboration avec la formation continue, puis d'autres organismes partenaires. Donc, on a ressorti chez les enseignants, donc les formateurs, donc la communication, la collaboration, la négociation, la créativité, la gestion de temps, d'intervention, le leadership. On a ressorti chez les étudiants l'analyse, gestion des temps ressort de nouveau, tout comme des côtés profs, la communication, la collaboration, la créativité sort aussi de ce côté-là, puis travail d'équipe évidemment, puis la confiance.
ce qu'on a ressorti de façon très, très brève. Des façons un petit peu plus détaillées, j'ai juste une seule diapo qui est un petit peu plus chargée. Donc, c'est dans nos analyses préliminaires de développement des compétences numériques non techniques en apprentissage en ligne pour être réalisé par une mise en pratique. Donc, comme citation, tout ce qui est du leadership, ça a été pratique. Ça, c'est le côté qui a vraiment été utile. Par une bonne gestion des temps. Gestion des temps est une des grosses choses, mais surtout l'autodiscipline. Une discussion à débat, une nouvelle façon de m'exprimer, une nouvelle façon de débattre. Par une interaction, donc développer les compétences à l'extérieur du curriculum du cours, définitivement avec plus d'interaction. Puis finalement, par un travail de groupe, le côté réseautage à distance, créer des liens comme ça avec les gens plus éloignés. Ça, c'est tout ce que les étudiants ont dit. En fait, ce n'est pas tout. J'ai ressorti juste quelques exemples de citations qui touchent les compétences non techniques. Du côté de prof, par une manière de livraison, donc dans beaucoup de cas, ce qu'on peut donner comme matière va apporter à l'étudiant à s'épanouir, à s'éduquer. Par une critique des connaissances, la critique des connaissances peut être ce qu'on donne aux étudiants, qu'ils soient capables de voir différents modèles puis juger d'après les recherches. Par une matière bien structurée, c'est important de faire très attention au matériel pour que tout soit clair pour l'étudiant. Par une collaboration en ligne, c'est évident de collaborer. Je vais créer des discussions en petits groupes à l'intérieur d'Adobe Connect. Par une preuve de leadership, est en mesure de motiver les étudiants, faire en sorte qu'ils soient branchés, que le contenu les intéresse, qu'ils comprennent surtout, puis qu'ils soient interpellés par ce qu'on enseigne. Puis finalement, pour le guide, on a eu aussi un petit coup de pouce du côté de nos participants de cette recherche. Je dirais une petite guide pratique, peut-être une forme de capsule web, mais qu'elle soit très user-friendly. Donc, on est en train de réaliser cette idée-là. Donc, Jacques, qui est présent, qui pourrait répondre plus à vos questions, en format numérique, va contenir des éléments pratiques, capsules vidéo, outils interactifs, en intégrant des mécanismes d'auto-évaluation. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor. Alors, sans plus tarder, on va demander à Olivier Chartrand du Collège de la Cité de nous parler brièvement 5 minutes de la recherche qu'il entreprenne sur les compétences. Merci à toi, Olivier. Merci tout le monde. Vous me voyez, vous m'entendez? Excellent. C'est très rare que je fais ça habituellement. J'ai toujours un appui visuel, mais cette fois-ci, je vais tenter de le faire sans appui visuel et essayer d'avoir un échange avec vous de façon très humaine. Très content d'être participant à la table d'échange aussi aujourd'hui. Mon nom, c'est Olivier Chartrand. Je suis gestionnaire du développement de la formation en ligne au Collège de la Cité. Le Collège de la Cité, d'entrée de jeu, depuis 2017, a fait un virage pédagogique avec un modèle pédagogique par compétences. Ce qui veut dire que depuis 2017, on travaille à transformer les programmes, que ce soit en classe, en ligne, hybride, avec un modèle pédagogique par compétences. Puis, moi, de mon côté, j'ai une équipe avec 3 axes de travail. Donc, une équipe avec un axe de conception pédagogique, là où on travaille le design pédagogique en ligne. On travaille à faire l'alignement pédagogique sous un modèle pédagogique par compétence, évidemment. Et on a aussi un axe de design numérique, donc de développement multimédia. Et on a un axe aussi d'assurance qualité. Justement, cette année, c'est ça, on travaille sur un projet avec le REFAD pour justement mettre en lumière toutes les bonnes pratiques et, je dirais, l'expérience derrière le développement de la formation en ligne par compétences. Ce n'est pas rien un virage pédagogique par compétences parce que ça demande de repenser un petit peu comment les choses sont faites au niveau du travail. Donc, par exemple, pour vous expliquer rapidement, bien, lorsqu'on développe un programme en ligne par compétences ou en classe,
On va travailler avec l'industrie pour savoir quelles sont les compétences recherchées, c'est quoi les habiletés recherchées. Souvent, on va poser la question, qu'est-ce que l'étudiant doit savoir faire et qu'est-ce qu'on est capable de mesurer pour qu'il soit prêt à travailler, à commencer un travail. Donc, toutes les programmes... Olivier, on a perdu ton visuel, on ne te voit plus. Oh, désolé. C'est bon. De retour, désolé. Donc, c'est ça. Donc, le travail à faire en amont est vraiment de s'assurer de comprendre avec les employeurs qu'est-ce que c'est recherché, les habiletés recherchées, les compétences recherchées. Souvent, on va regarder les offres d'emploi. On va regarder aussi avec des comités consultatifs qu'est-ce qui se passe sur le terrain, les accréditations professionnelles. Donc, faire un bon travail de qu'est-ce qui est recherché au niveau des compétences. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est que on va identifier les compétences principales recherchées et on commence à regarder les différentes structures. Donc, pour vous donner une idée brièvement, comment est structuré un programme par compétences, on a quelques éléments de découpage, comme exemple des indicateurs de développement pour des unités d'apprentissage. C'est là où un peu l'objectif qui va nous permettre de mesurer donc quels indicateurs permettent d'évaluer la progression d'une habileté, d'une compétence. Donc, ça, c'est des exemples. On parlait tout à l'heure de quelle est la définition qu'on donne d'une compétence. Ça, c'est intéressant parce que d'une institution à une autre, on va se donner un peu une façon de voir les compétences, la façon de découper les compétences en habiletés par unité d'apprentissage ou par cours. Comment est-ce qu'on fait pour viser cette compétence-là puis bien l'évaluer? Donc, là où je m'en vais avec cette discussion-là, c'est que je suis très intéressé par la table d'échange qu'on a aujourd'hui parce qu'on parlait avec Sylvie là, de la définition de compétences. Victor Furman nous a parlé aussi des compétences je dirais, plus soft, les soft skills. On a aussi cette réalité-là au Collège Assisté de bien faire la distinction entre les compétences transversales. Nous, on a appelé ça aussi les compétences citées, donc l'esprit d'entreprise, initiative, capacité d'engagement, de créativité. Donc, toutes ces compétences-là sont autour. Et on a aussi les compétences techniques qui guident vraiment le développement d'un programme. Donc, juste pour vous donner une idée, une unité d'apprentissage de 14 heures pour nous est toujours alignée avec une compétence. Et un indicateur de développement d'une compétence, donc dans l'unité qui permet de vraiment identifier comment on évalue la progression de la compétence. Et chaque unité est alignée à une compétence seulement. Donc, on ne peut pas être aligné avec deux compétences. Et on a aussi un indicateur de développement justement qui mesure la progression de la compétence, ce qui fait en sorte que dans le travail de développement de la formation en ligne, on a tout plein de petits défis qui se présentent. Puis, là où je veux en venir avec les réflexions aujourd'hui, c'est que au Collège Assisté, on a terminé quelques programmes en entier par compétences. Puis là, on a réalisé des constats sur la façon aussi que les étudiants vivaient leur programme, comment on les accompagne, comment on évalue aussi une compétence en ligne. On travaille aussi dans un format très asynchrone. Vous pouvez imaginer, hein, quand on mélange l'approche par compétence, pédagogique par compétence, l'enseignement asynchrone, donc toute la formation en ligne asynchrone et justement les défis d'avoir juste la formation en ligne en général. Donc, le guide qu'on va travailler avec le REFAD, avec toute l'équipe du Collège Assisté et certains consultants, on va essayer de voir notre propre expérience, où est-ce qu'on en est au niveau, je vais juste relire ici mes notes, des particularités de l'approche par compétence. C'est quoi les outils qui nous ont aidés à faire le design pédagogique par compétence? L'importance de réfléchir à l'habileté, l'importance de réfléchir à l'évaluation en amont. Donc, qu'est-ce qu'on veut observer comme comportement, comme savoir-faire, savoir agir dès le début pour vraiment aligner l'étudiant sur son défi à réaliser dans un cours, une tâche authentique. Et ce design pédagogique-là est super important. Puis le cœur devient aussi de comment on va évaluer cette compétence-là en cours de route. C'est très, très complexe pour les équipes en conception pédagogique d'arriver à quelque chose qui est précis, surtout dans des cours. Je pense à des cours qu'on a développés en santé mentale et toxicomanie, un post-diplôme.
où est-ce qu'on mène l'étudiant vers une certaine accréditation professionnelle. Donc, il faut vraiment faire un travail précis sur qu'est-ce qu'on veut observer, qu'est-ce qu'on veut mesurer. Donc, toutes ces particularités-là de l'évaluation des compétences en ligne. Le temps de développement, les processus, les méthodes, le temps d'apprentissage, les stratégies d'encadrement. On parlait d'une méthode asynchrone, mais on peut avoir aussi toutes sortes d'approches. Nous, on est beaucoup dans l'asynchrone en ce moment au Collège de la Cité, puis avec un accompagnement, évidemment, tuteur, un peu comme dans d'autres institutions. Donc, on est en train d'évaluer justement ces pratiques-là, mettre en lumière ce qui fonctionne bien, ce qu'on est capable de bien identifier. Et on veut aussi consulter d'autres institutions qui font un peu le même travail que nous pour aller voir les bonnes pratiques, les défis, les limites, les leçons apprises. Donc, et de ressortir vraiment dans une meilleure perspective possible, qu'est-ce qui amènerait avec le temps la meilleure expérience étudiante autour d'une approche pédagogique par compétence. Donc, c'est un petit peu l'histoire que je voudrais raconter du Collège de la Cité. Merci beaucoup, Olivier. Tu as lu dans mes pensées parce qu'on tient absolument à vous entendre. L'objectif de la table ronde aujourd'hui, c'est de recueillir vos recommandations de référence et de questionnement pour guider ces deux études-là. On parle de formation en ligne selon un modèle pédagogique par compétences, incluant des compétences non techniques. Alors, deux guides qui se développent et on a aussi un concept très, très clair de compétences qui nous a été exposé par Mme Lebel. Donc, peut-être pour lancer la conversation, je sais qu'on a déjà des intervenants, potentiellement de l'Université de Moncton, du Collège de la Cité, qui ont préparé des petites présentations rapides ou des petites interventions rapides. Mais les questions qui nous guident aujourd'hui et sur lesquelles on aimerait vous entendre sont, dans un premier temps, quel lien est-ce qu'on pourrait faire entre l'acquisition de connaissances et le développement des compétences, d'une part, et aussi peut-être comment le développement des compétences est-il différent ou similaire lorsqu'on est face à face par opposition à un modèle en ligne. Alors, sans plus tarder, est-ce que quelqu'un voudrait briser la glace? À vous. Je ne sais pas si tu vois qui lèvent la main, mais j'ai vu Sylvie, par exemple. Sylvie Côté. Merci. Oui, moi, je ne sais pas si j'ai eu la chance de travailler à la Cité, donc j'ai des belles bases de Cité collégiale dans mon sac à dos très solide. Moi, je suis plus au niveau de l'industrie, puis bon, c'est quelque chose qui nous est demandé beaucoup. Si j'avais à refaire une maîtrise, ça serait certainement sur le sujet de la compétence, parce qu'on en entend de partout, tout le monde veut par compétence, mais là, on ne veut pas avoir un savoir. Il est où le savoir? Alors, j'ai eu à me débattre beaucoup avec un client que j'apportais justement à l'approche par compétence, mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment une approche par compétence qu'on veut lui dire ou seulement lui dire on vous sort de l'approche académique? Tu sais, je pense, je ne sais pas si le jeu est là dans la vision qu'on devrait avoir. On a comme pris le terme par compétence pour justement lui dire arrêtez de parler, là. On va mettre notre apprenant en application. On va mettre une évaluation post-formation en 2-3 temps parce qu'une compétence, ça se fait à long terme. Je ne sais pas si c'est là qu'on a glissé dans le porte-étendard par compétence, justement pour essayer de casser l'approche académique. Je ne sais pas si c'est ça votre vision. Moi, c'est ce que j'ai l'impression que je me bats un peu quand j'approche mes clients qui viennent du milieu très haut académique. J'ai des juristes, j'ai des médecins, des spécialistes. Et là, je lui dis non, on y va par compétence. Peut-être parce que je veux justement casser l'approche de théorie académique. Je ne sais pas, je vous laisse là-dessus. C'est ma réflexion. Peut-être Sylvie pourrait répondre pour commencer. Oui, j'ai le goût d'abord, j'entends l'approche par compétences. Et rapidement chez nous, quand on se questionnait sur le développement des compétences,
Parle-t-on d'une approche ou parle-t-on de plusieurs approches qui nous permettent de développer des compétences? Puis ça me fait rire parce que la spécialiste qui nous accompagnait disait, quand est-ce que vous allez vous accrocher sur les mots, là, ça veut dire que vous progressez. Bon, s'accrocher ces mots assez vite, merci. Donc, et c'est tout à fait vrai ce que vous apportez, Mme Côté, dans le sens que pour développer des compétences, il faut être en action. Donc, il faut être dans le savoir agir. Et pour le savoir agir, ça prend les connaissances, les aptitudes, les habiletés. Ça prend tout ça pour être dans l'action. Donc, c'est garanti qu'on n'est pas dans un modèle traditionnel de l'école traditionnelle. On est vraiment dans qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux proposer comme activité pour amener l'élève dans l'action avec plusieurs approches. C'est mon grain de sel. Je peux peut-être ajouter quelque chose. Super bonne question. Pour donner un petit peu un élément concret, lorsqu'on travaille l'approche pédagogique par compétence de notre côté, on travaille l'évaluation progressive. C'est-à-dire l'évaluation est faite en plusieurs étapes, puis elle est présentée dès le début du cours pour que l'étudiant sache tout de suite c'est quoi la grille d'évaluation, sur quoi il va être évalué, sur quoi il va être mesuré. En fait, comment se mesure l'habileté qui est visée dans le cours. Des fois, c'est très subtil, c'est très complexe aussi. Puis, les connaissances sont importantes, mais ils sont vus après. Donc, on est certain d'aligner les connaissances, les bons exemples de connaissances aux étudiants, une fois qu'il a bien compris sur quoi il va être évalué. Et on l'invite aussi, en lui donnant des exemples, à aller voir lui-même, aller chercher quelles connaissances qui pourraient être utiles pour lui. Donc, l'esprit d'avoir un petit peu de recherche, d'autonomie, mais c'est un peu inversé. C'est comme je disais tout à l'heure, on présente la grille d'évaluation dès le début, on lui présente le défi, la tâche d'évaluation à relever, avant même de rentrer dans les thématiques, dans le formatif, dans les contenus, dans les connaissances. Donc, c'est comme ça que je le vois. Puis, je suis d'accord avec toi, Sylvie, je ne sais pas si tu l'avais mentionné tantôt ou avant, là, quand on s'était parlé l'autre jour, mais les connaissances sont hyper importantes. Mais c'est comment on va les situer autour d'un modèle pédagogique qui est non traditionnel, c'est ça. Moi, si vous me permettez, je ne sais pas si Robert, je peux dire un petit mot. Tu peux dire? Oui, Victor. Mais très rapidement, moi, en fait, je trouve que c'est super intéressant ce que Sylvie vient dans sa réflexion, vient de mentionner que le développement des compétences, c'est une affaire de long temps. Ça veut dire que ça prend longtemps pour développer des compétences. Mais c'est toujours dans le processus qu'il faut qu'on mette beaucoup d'accent. Et justement, c'est dans ce processus-là, il est très difficile de séparer les connaissances, puis purement ce qu'on dit mettre en action. C'est connaissance en action, si vous voulez. Mais c'est très simpliste parce que je voulais amener un autre mot, puis après je termine. On parle beaucoup de compétences dans un contexte de résolution de problèmes. Problèmes, puis souvent on ajoute complexe. Puis c'est là, je pense que où, par exemple, les compétences douces ou non techniques entrent en jeu, c'est lorsqu'on se face à un problème complexe qu'on essaie de résoudre, où on a besoin des connaissances, on a besoin des compétences techniques et non techniques qui s'amplifient. En fait, le rôle s'amplifie dans ce contexte de l'approche par compétence, si je me permettais de dire. Ça répond très bien à la vision de Tardy à ce propos-là, justement, dans un savoir agir complexe. Donc, je pense qu'en tant que concepteur de formation, on se doit de penser la post-formation ou de recréer des situations complexes dans un cadre d'apprentissage. Donc, on doit vraiment éclater les savoirs pour les englober dans un quelque chose post-connaissance, mettons, pour le mettre en tant que compétence. Mais oui, savoir agir complexe. Oui, les englober dans quelque chose comme un questionnement en profondeur, comme Sylvie nous le mentionnait un peu plus tôt. D'ailleurs, j'en profite pour saisir un peu la balle au bon. Madame Lebel, Sylvie nous a mentionné qu'on veut placer l'apprenant en action. Et nous, on fait de la formation en ligne. Alors, comment sommes-nous capables de réconcilier la distance avec l'apprenant qui est en action? Et je pense qu'on a eu des exemples de ça au ministère de l'Éducation au Nouveau-Brunswick.
lorsqu'on a saisi des témoignages de qu'est-ce que c'est des étudiants en action. J'aimerais peut-être demander à Sylvie à quoi ça ressemble, et puis peut-être à Olivier et Victor, comment est-ce qu'on peut faire ça lorsqu'il s'agit de formation à distance. Bien, si je peux me permettre, la pédagogie, pour moi, c'est de la pédagogie. Que ce soit en face à face ou que ce soit à distance, c'est garanti qu'on s'entend qu'il y a plein de petits trucs et techniques pédagogiques, numériques qu'on a besoin, là, comme être capable de présenter ma diapo puis pas perdre mon écran. Là. Mais ça, mis à part, la pédagogie au niveau du développement des compétences, elle va être sensiblement la même qu'on soit en ligne ou à distance. Je ne suis pas une spécialiste d'enseignement en ligne, mais si je pense, par exemple, parce qu'on a vécu dans nos écoles prototypes avec nos enseignants, on a vécu des expériences pendant 3 ans avec 3 écoles, des niveaux de 6e à 8e année. Et puis, les élèves se lançaient en investigation dans des thématiques qui les intéressaient, ils se questionnaient. Donc, lorsque les élèves se questionnent, ils ont des grandes questions. Par exemple, à quoi je peux penser, de quelle investigation? On a une investigation parce qu'on est parti de contexte de vie. On avait une problématique d'itinérance dans le centre-ville de Moncton. Les jeunes voulaient aller étudier ça. Il y a des grandes questions qui sont sorties de ça. On s'entend que toute l'activité de questionnement que les élèves ont vécu, on a pu catégoriser des petites questions, puis formuler des questions ouvertes. Puis il y a plein de petites techniques là, pour amener l'élève à questionner. Et puis, les grandes questions avec lesquelles ils sont restés, ils sont allés les explorer. Ils sont allés voir qui sont les spécialistes qui peuvent nous accompagner. Est-ce qu'ils peuvent nous aiguiller un peu sur notre questionnement? Est-ce qu'on doit le changer un peu? Donc, ils ont vécu du en ligne avec certains spécialistes qui n'étaient pas à Moncton. Ils ont dû faire des entrevues avec ces gens-là. Et là, à la fin de l'entrevue, il y avait un but précis d'aller en entrevue avec un spécialiste, ces élèves-là. Donc, tout au long de l'investigation, comme mon schéma le montrait tantôt, on a de l'évaluation des apprentissages. Mais l'élève, après son entrevue, doit se positionner. Est-ce que j'ai ressorti ce que j'avais besoin? Est-ce que je dois me lancer sur une autre piste? Est-ce qu'il y a un autre spécialiste qui aurait une autre perspective? Donc, ces caractéristiques-là de perspective, de profondeur, d'exploration dynamique doivent toujours faire partie de ce que j'essaye de faire. Et là, je termine ceci, Robert, en te disant que je sois en ligne ou en face à face, l'activité d'investigation doit se vivre de toute façon dans le développement de la compétence. Je ne sais pas si ça répond un petit peu. Sylvie, moi j'aime bien, puis j'aimerais aussi ajouter que justement dans ce rôle de reporter et d'investigateur qu'adopte l'élève, il y a énormément de place pour l'enseignement en ligne parce qu'on cherche à recueillir des témoignages qui seront audio, vidéo ou autres et à les partager dans des environnements qui sont des environnements distribués et complexes. J'aimerais peut-être entendre Olivier et Victor et n'importe qui, là, gênez-vous pas, prenez la parole directement sur le micro. Je peux glisser quelques mots. J'abonde exactement dans le même sens que toi, Sylvie. Je pense que c'est très, très, très important lorsqu'on a un modèle pédagogique par compétence de mettre l'étudiant dans une situation authentique, complexe, là où, par exemple, je peux vous raconter rapidement qu'est-ce qui peut se passer dans une unité d'apprentissage en ligne chez nous. Il va y avoir un défi à relever. Le défi peut être une étude de cas, une mise en situation complexe, un projet, quelque chose de très développé. Et justement, c'est divisé en étapes. Et on peut imaginer 4-5 étapes où la 5e étape est le cumul de toutes les étapes ensemble, où là, ça donne une note finale, ça donne un résultat final là où l'étudiant peut être évalué. Mais tout le reste, c'est progressif, c'est formatif. Donc, à chaque étape, l'étudiant va soumettre une preuve et va recevoir de la rétroaction. La rétroaction pédagogique sert à aider l'étudiant à progresser, à passer à une autre étape, à progresser dans le développement de son habileté. Et je pense que là, c'est très, très, très important, comme Robert le mentionnait. Il faut recueillir des preuves.
moi, j'ai l'idée que dans quelques années, là, on ne parlera pas nécessairement de cours en ligne, cours en classe. C'est la qualité de la pédagogie qui est importante. Je pense que l'ingénierie pédagogique de l'équipe qu'on a à la Cité, que ce soit pour aider les profs en classe, en ligne, on travaille de la même façon. On travaille une ingénierie pédagogique qui est efficace. C'est sûr qu'en ligne, on a beaucoup de détails à voir. Donc, on doit prévoir là, tous les petits détails, même au niveau de la rétroaction, si on veut accompagner les étudiants de savoir, bon, dans telle situation, c'est quoi les exemples de réponses qu'on recherche? C'est quoi les mesures plus précises? Donc, c'est important, je pense, de regarder à l'évaluation progressive. C'est tout ça pour dire, c'est dans ce sens-là aussi qu'un étudiant va être prêt, en sortant du programme, à rentrer dans le marché du travail puis avoir vécu une situation qui est similaire et même dans certains cas presque identique à ce qui se passe réellement sur le terrain. Et donc, voilà. Merci. Madame Rivet voulait parler. Et après, Monsieur Campa. D'abord, vraiment, je trouve ça hyper enrichissant, les échanges qu'on a au sujet de l'approche par compétence. Peut-être entre l'approche par compétence, le lien à faire aussi avec la formation à distance, ça me faisait quand même penser que pour les enseignants, moi, je suis conseillère pédagogique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. J'enseigne aussi, je suis chargée de cours. Il y a toute une compétence numérique pour les enseignants universitaires aussi à développer. Madame Lebel parlait de qu'on soit en présence ou à distance, la scénarisation pédagogique, faire un bon scénario, que ce soit en présence ou à distance, ça reste la pédagogie. Mais après ça, pour mettre ça en pratique, pour le vivre avec les étudiants, puis que ce soit une expérience, je dirais, enrichissante de part et d'autre, il faut quand même avoir ces compétences numériques-là. L'exemple, peut-être pour supporter ce que j'avance, on a dit un peu plus tôt qu'on pouvait varier différentes approches pour développer les compétences. Mais si on travaille, par exemple, avec l'approche de coopération, l'approche projet, l'approche problème, pour guider nos étudiants, pour rétroagir, il faut être quand même familier avec certaines technologies qui vont permettre ça. Et là, je pense qu'on est quand même en apprentissage et effectivement que la pandémie nous a projetés dans un apprentissage rapide de ces moyens-là. Mais il y a quelque chose là quand même qui reste à travailler pour rendre possible cette mise en scène pédagogique dans la distance. On vient de parler de compétences numériques, puis j'aimerais ça creuser la question. S'il y a des gens des ministères de l'Éducation de l'Ontario, du Québec, je sais qu'il y en a d'autres aussi, là, de certains développements qui veulent parler justement de leur modèle de compétences numériques globales, comme on l'a vu en Ontario, gênez-vous pas. Monsieur Kamba, à vous. Oui, en fait, oui, je suis content de la discussion puis de partage qui vient d'avoir lieu sur cette plateforme. Et j'ai réagi bien, j'ai fait un peu des petits commentaires sur base de ce que M. Olivier vient de dire et Mme ce qu'il vient de dire. C'est vrai que les compétences non techniques, les compétences douces, dans notre extension des écrits, l'extension des écrits a montré que ces compétences ont toujours existé dans l'apprentissage, dans la pédagogie. Et la question qui se pose actuellement, c'est comment ces compétences maintenant peuvent être même développées quand il s'agit d'un apprentissage en ligne. Et comment on peut les identifier et comment on peut les développer. C'est ça la question qui peut se poser. Et dans notre extension des écrits, nous sommes rendus compte que donc, c'est par le cadre, le modèle ou par les approches qu'on peut parvenir à trouver quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour un apprentissage en ligne. Et dans ces compétences-là, donc, nous avons trouvé que donc on peut trouver la compétence comme la communication. Mais quand il s'agit de l'apprentissage en ligne, cette communication-là est diversifiée. Il est différent. Il n'est pas seulement une seule compétence, mais il a plusieurs sous-compétences. C'est comme le parler, présentation avec partage de l'écran, présentation de PowerPoint. Donc, ça devient plusieurs sous-compétences qui viennent dans cette compétence. Et c'est par là que je rejoins un peu une question à M. Olivier. Alors, comment on peut évaluer de telles compétences qui, en ligne, se diversifient, ça se décompose dans plusieurs sous-compétences. Et puis, j'ai entendu M. Olivier parler plus de mesurer, c'est un peu des approches un peu très quantitatives. Et comment on peut mesurer de telles compétences qualitatives avec des approches plus quantitatives? Je suis un peu très curieux parce que j'ai fait une étude qui parle de compétences non techniques, mais dans le sens qualitatif. Alors, comment mesurer de telles compétences avec des approches évaluées, mesurées, qui semblent un peu quantitatives?
Juste rapidement, très, très bonne question, M. Jacques. On a la possibilité, je pense, en ligne avec divers outils de travailler des choses qu'on pourrait faire aussi en salle de classe, mais comme je parlais tout à l'heure, la qualité de la rétroaction dans la progression d'apprentissage est hyper importante, que ce soit en ligne ou en classe. Donc, de permettre à l'étudiant de bien se situer puis de progresser. Donc, avec la rétroaction, c'est là où on est capable de développer la compétence, ce qui est très, très important. Mais ensuite, je pense qu'avec les grilles d'évaluation, c'est très, très important de montrer à l'étudiant les critères d'évaluation. Ça doit être mesurable, observable et ça doit être relié à un savoir-agir, un savoir-faire très précis. Et dans la grille d'évaluation, mettons qu'on la met sur, les spécialistes vont me dire, entre 4 et 6 lignes là, de colonnes. Donc, mettons qu'on en a 4, mais à chaque degré de difficulté et pour chaque critère d'évaluation, c'est de bien décrire le comportement, comment est-ce qu'on observe un comportement ou une habileté qui se développe. Encore là, très observable, mesurable. Donc, tous ces outils-là nous apportent à une observation, une appréciation objective. Et avec la rétroaction, ça devient très humain aussi. Donc, on a un bon équilibre. Ça, c'est dans le meilleur des cas, ce que je peux voir comme professionnel jusqu'à présent. Je vais peut-être dire un couple de mots. Je ne sais pas si quelqu'un a levé la main. J'aurais préféré laisser la parole à quelqu'un ou tu peux me dire de donner une petite seconde pour commenter. Robert. Est-ce que quelqu'un d'autre? Je n'ai pas vu de main levée. Gênez-vous pas. Mais moi, je veux juste dire qu'effectivement, par exemple, à l'Université de Moncton, on est chanceux parce que lorsqu'on développe vraiment un cours en ligne rigoureux, on est accompagné par une belle équipe, une équipe d'experts, une équipe qui sait, qui en plus est très bien axée sur l'approche par compétence. Donc, lorsque je commence mes discussions avec cette belle équipe, je dis, ben, j'ai du succès avec ce cours-là en présentiel, je veux avoir du succès en ligne. Donc, c'est ça qu'on cherche, comment est-ce qu'on conserve des bons éléments de cette pédagogie en présentiel, en face à face, dans un contexte numérique. Ce n'est pas donné, mais ça se fait, justement. Donc, je vous réfère donc à notre équipe d'éducation continue et groupe de technologie d'apprentissage, évidemment, GTA, de notre université, mais aussi, comme là, je me retrouve, par exemple, le 12 mars en salle de classe, avec toutes mes étudiantes, imaginez-vous, le 12 mars, je me retrouve et on a observé, moi j'ai donné une leçon, puis on devait l'analyser, puis tout ça, puis ensuite mes étudiants devaient monter, puis on devait avoir les élèves chez nous à l'université. Puis savez-vous quoi? Le 15, tout se ferme, les écoles sont fermées. Vous voyez, on passe rapidement. 2 semaines, on a passé au mode ad hoc, disons, mais je vais tout conserver. Imaginez-vous, je suis en train de donner un cours tout de suite qu'on veut développer en ligne. Mais comme je dis, j'ai déjà, OK, la table ronde, ça se fait, on vit la table ronde. Donc, j'ai organisé la table ronde dans mon cours. Le débat, dans mon cours qui est tendance nouvelle en éducation, il faut avoir des questions de débat. Justement, le débat était, faut-il faire par compétence ou par connaissance, justement, ce qu'on est en train. Donc, on a eu vraiment un débat très chaud jusqu'à une équipe n'en pouvait plus. Puis, ils ont dit, non, je ne peux plus défendre cette telle ou telle approche. Je n'y crois pas. Puis là, la discussion est devenue assez chaude. Et finalement, les cours de didactique des maths, ce que je donne aussi à distance, mais il faut que ça soit pratico-pratique. Imaginez-vous que c'est un pari risqué, par exemple, mais j'ai fait un cours sans aucune présentation magistrale. Tout est à partir des études des cas, contact virtuel avec les écoles, contact synchrone, contact asynchrone, voir les enfants, voir la créativité des enfants. Il faut que ça soit pratico-pratique, pas le choix. Fait que parfois, les contextes aussi nous forcent d'être créatifs et d'être résilients. Donc, justement, les compétences non techniques entrent en jeu. Merci. Si vous me permettez de faire juste un petit point là-dessus,
la beauté de la formation à distance, c'est aussi l'individualisation. Puis souvent, le lien est très mince entre les deux, mais je pense que moi, j'ai développé une passion de la formation à distance à cause que je crois énormément à l'apprentissage individualisé. Donc, je pense que de tenter de recréer une classe magistrale puis de la mettre en e-learning, c'est une erreur, sauf que si on pense à individualiser, on optimise, on facilite l'apprentissage. Donc, je pense que la ligne est mince entre les deux, mais il ne faut pas l'oublier, à mon avis. Excusez-moi, je suis une passionnée. Désolée, je me tais. Non, c'est excellent. On aimerait ça aussi attirer votre attention sur certaines références qui ont été placées dans le clavardage. Entre autres, j'aurais aimé entendre parler de l'équipe du CFORP en Ontario. C'est quoi? J'oublie le nom tout de suite comme ça, là. Mais ils ont développé un outil de réflexion sur les compétences globales qui est excellent. Je vous encourage à le regarder. Il y a d'autres références aussi. Le mot de la fin parmi nos panélistes, Sylvie, Olivier. J'ai le goût de vous lancer un peu sur une réflexion par rapport à l'évaluation. On est souvent dans des critères d'évaluation avec des grilles, comme tu disais, Olivier, 4 à 6 niveaux, là. Puis, on les a utilisés dans nos premières années avec les écoles prototypes. Puis, rapidement, ça a découragé les élèves parce qu'ils disaient « Ah, je suis juste un niveau 1 ou je suis juste un niveau 2 ». Ce qu'on a vécu, on a décrit ce qu'on cherche à atteindre comme un phare à atteindre. Et ça a beaucoup aidé l'élève dans son cheminement. Donc, je vous lance ça pour y réfléchir. On est bien dans nos vieilles jeans, hein, dans nos vieux pantalons, là. On est bien dans nos cadres puis nos grilles, mais sur le terrain, on a vécu quelque chose de différent, puis j'aimerais vous laisser avec ça. Merci, Sylvie. Merci beaucoup, Olivier et Victor, si vous avez autre chose. Rapidement, il reste 1 minute. Non, c'est bon. Merci pour l'occasion de discussion. Beaucoup apprécié. Puis je vous invite, ceux qui sont intéressés, dans le cadre du projet qu'on va faire à la Cité, on va interviewer des gens, continuer la discussion. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous voulez qu'on approfondisse la discussion autour du sujet. On va avoir besoin du réseau là, pour peaufiner tout ça. Et tout à fait d'accord, Sylvie, les vieilles bonnes jeans sont tentantes, mais il faut penser plus loin. Tout à fait bien ce que tu as dit là. Puis moi, je vais aussi dire dans le même sens, merci beaucoup de votre belle participation, c'est super intéressant. Et aussi, s'il vous plaît, faites-nous parvenir vos commentaires, vos suggestions. Donc, on compte sur vous, sur votre aide. Puis un gros merci aussi à Jacques qui travaille avec moi, puis de ton intervention, Jacques. Puis merci tout le monde. J'ai écrit l'adresse courriel du REFAD pour les commentaires et suggestions. Peut-être juste rapidement, Madame Gagné, je vous vois gesticuler. Vouliez-vous parler? Oui, un petit peu. Un petit peu, si vous me permettez. Moi, j'ai toujours enseigné un métier et après, j'ai enseigné aux enseignants qui enseignent un métier. Donc, qui doivent enseigner à des élèves à être compétents. Et c'est assez facile d'évaluation pour le savoir, pour le savoir-faire, mais nous, les limites sont dans le savoir-être. Puis la question que je vous pose, c'est qu'il y a peut-être des limites à l'enseignement comme vous le faites. Dans cette évaluation-là, c'est difficile le savoir-être, il n'est pas évalué dans les métiers, mais c'est ce qui fait qu'un étudiant qui, par exemple, apprend le secrétariat ou qui apprend à être un mécanicien va être congédié. Fait que moi, mon grand défi depuis longtemps, c'est comment je vais enseigner à des futurs enseignants à enseigner, à être compétent. Ce n'est pas évalué du tout, là. Le savoir-être n'est pas évalué avec le ministère de l'Éducation dans les métiers. Fait que je trouve que dans l'enseignement en ligne, il y a cette limite-là. Comment est-ce qu'on va évaluer le savoir-être? Vous pouvez bien parler d'études de cas, parce que le secrétariat se donne en ligne, la comptabilité se donne en ligne, puis on va pareil se faire dire que nos étudiants, certains de nos étudiants, pas tous, ne sont pas compétents, parce que dans le fond, c'est le savoir-être, c'est là qui manque. Moi, je vous laisse là-dessus.
Il y a l'observation, hein? L'observation des envoyer faire des observations live, puis de revenir avec leurs commentaires des bons. C'est sûr, les études de cas, c'est ce qu'on va toujours tout vous dire dès le départ, mais moi, j'encourage beaucoup l'observation en dehors, dans le milieu de vie. En tout cas, c'est la... Je vous laisse là-dessus. Madame Gagné, j'aurais aimé entendre votre question plus tôt. On n'a pas beaucoup de temps pour en discuter, mais vous avez tout à fait raison. Ça fait un peu la boucle avec ce que Mme Lebel disait un tout petit peu plus tôt en termes des savoir-être et puis en termes de ce que j'ajoutais. On est capable de capturer avec les outils technologiques un tout petit peu ces savoir-être-là et d'en discuter et d'essayer de les améliorer, mais j'aime beaucoup votre perspective. Envoyez-nous vos questions. On va les faire parvenir à nos chargés d'études. Un gros merci. Sylvie Lebel, ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Victor Freeman de l'Université de Moncton et Olivier Chartrand du Collège Cité. Merci à tous pour votre participation. Au revoir et à bientôt. Merci à tous. Merci, Merci beaucoup. À la prochaine.